Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici. Je vais peut-être proposer aux deux intervenants de me rejoindre avant de présenter le débat. Donc, je vais demander à Nadia Maïzi, qui est membre du GIEC, qui a écrit notamment le rapport consacré, le 6e rapport consacré à l'adaptation, notamment. Enfin, vous avez participé aux travaux, pardon. Et Éric Monet, qui est lauréat du prix du jeune économiste, meilleur jeune économiste de France, qui est un spécialiste de la monnaie, mais avec qui on va pouvoir parler quand même de cette question centrale, comment rendre la sobriété juste. Alors, il est de coutume, et surtout depuis le début de cette rentrée, de parler beaucoup en ce moment d'abondance, et ce n'est pas le fromage de Savoie, j'ai vu que les Savoyards parlaient beaucoup, n'étaient pas forcément très contents de la déclaration du président de la République, parlant de la fin de l'abondance. Pourtant, on ne parle pas de fromage, même si on va peut-être parler des fromages des uns et des autres ce matin. Il y a clairement aujourd'hui un débat sur la façon dont on va mener cette transition. Et quand le président de la République a employé ce terme de fin de l'abondance, évidemment, ça a choqué l'opinion. Peut-être c'était la volonté qu'il avait de provoquer les débats. Et moi, ça m'a fait penser, évidemment, on pense aux accents churchilliens du président de la République. J'entendais le ministre, tout à l'heure, Roland Lescure, parler de Churchill. Il y a une citation de Churchill que j'aime bien qui dit que un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et dans le débat qui nous occupe aujourd'hui, c'est peut-être, et c'est ce que nous dit d'ailleurs Jean Moreau dans la Tribune, vous pourrez lire son interview ce matin dans la Tribune, il nous dit comment faire en sorte que la sobriété devienne sexy. Et je pense que c'est aussi la question, c'est de la vendre à l'opinion et de la présenter comme une opportunité de transformer, de changer, et pas seulement comme une contrainte, de voir la sobriété comme quelque chose de choisi et pas forcément de subi. Et pour ça, évidemment, il faut qu'elle soit équitablement répartie. Alors peut-être pour commencer notre débat, je vais vous demander, Nadia Maïzi, de nous parler de ce 6e rapport dont vous n'êtes pas l'auteur central, mais quand même vous y avez beaucoup participé. C'est ce rapport qui dit on a 3 ans, alors cette formule d'ailleurs a pas mal surpris parce qu'on n'a pas que 3 ans, mais donc il y a 3 ans en tout cas pour lancer l'adaptation. Et il y a un chapitre qui est consacré à la demande et aux usages. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de nos usages, de la demande, et on en parlera également pour l'économie, que de parler de sobriété aujourd'hui? À quoi il faut renoncer? Alors, bonjour à tous. Je reviens un tout petit peu sur le rapport du GIEC, pour lequel je ne suis que co-auteur parmi 800 scientifiques. Hein, je tiens à préciser. Reste humble. Ouais. Et donc l'identification aux 3 ans est quelque chose qu'il faudrait bannir de l'usage journalistique, s'il vous plaît, puisque ça a été récupéré par l'AFP dès la sortie du rapport et c'est un contresens total. Donc on est déjà au-delà des clous pour tangenter la trajectoire qui serait en dessous de ce réchauffement de 1,5 degré, puisqu'on n'a pas fait grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Et dans le rapport, il y a beaucoup de trajectoires illustratives et certaines évaluent qu'il faudrait redescendre assez rapidement. Donc les 3 ans si vous voulez, mais peu importe. En fait, enlevez-vous ces chiffres de la tête. L'idée du rapport, c'est de dire, puisque nous faisons l'évaluation de toute la connaissance scientifique au niveau de ce sujet du climat. Donc, premièrement, le changement climatique est dû à l'action de l'homme. Il n'y a plus aucune ambiguïté par rapport à ça. Deuxièmement, il va falloir s'adapter. Ça, c'est le 2e volet. Et les régions du monde qui sont les plus touchées sont bien sûr là où les gens ont déjà des problèmes de vie quotidienne criants. Et troisièmement, le volet dans lequel j'ai travaillé évalue le fait que non, ne soyons pas pessimistes, c'est une formidable opportunité d'agir pour mettre en place des solutions. Et le chapitre dans lequel j'étais impliquée plus précisément, vous l'avez mentionné, c'est un chapitre qui, pour la première fois, interrogeait autre chose que les différents secteurs et les contributions potentielles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il prenait le parti de se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau de la demande et des usages et de notre comportement, par rapport à nos modes de vie et à notre action au niveau de la société. Et en fait,
alors, sobriété, c'est pas un terme qui est apparu à aucun moment dans le chapitre, mais on a discuté beaucoup, en fait, de ce changement en termes de valeurs, de normes et de modèle social qu'il faudrait réellement revisiter, de sorte que, alors on peut renvoyer à M. Macron, si vous voulez, on ait une autre perspective que, je dirais, la surconsommation. Mais moi, je ne citerai pas Churchill. Je vous encourage vraiment à aller lire le discours de fin d'investiture de Jimmy Carter, qui avait eu cette vision sur le fait qu'il y avait un problème dans le mode de vie adopté par les Américains, ce qui l'a conduit à ne pas être réélu d'ailleurs. Mais c'est très intéressant et ça nous dit que ce constat-là, de dire qu'on est en train d'user les ressources d'une planète au-delà des limites qui sont nécessaires pour que tout le monde accède à ce niveau de vie occidental, c'est quand même pas nouveau. Donc après, on peut parler de sobriété, si vous voulez. Alors, parlons de sobriété. Le débat peut-être médiatique se concentre sur les jets et les jet skis, peut-être à juste titre. Qu'est-ce que ça nous dit finalement de la société d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans une polarisation ? Est-ce qu'on va avoir une abondance pour les riches qui continuent et donc les pauvres qui vont se révolter ? On a ce phénomène extinction rébellion de dégonfler les pneus des SUV. Enfin, on voit qu'il y a aujourd'hui une tension dans la société qui procède peut-être, et on en parlera avec vous aussi Eric, d'un sentiment d'inégalité face à toutes ces tensions. Comment est-ce qu'on peut modifier ça et est-ce qu'il faut pour ça que l'État intervienne de façon plus forte ? Oula, beaucoup de choses. Alors d'abord, je pense qu'il y a de la colère qui s'exprime et la colère, elle désigne en fait des espèces de symboles qu'il faut détruire. Mais ce que je pense, c'est qu'une fois qu'on aura enlevé les jets privés, les jet skis, on n'aura pas commencé... On n'aura pas résolu le problème. Non, c'est ça. Alors moi, je suis mathématicienne à la base. Et donc, je crois très fermement à une chose, c'est que avant d'attaquer un problème, il faut bien le formuler, c'est-à-dire bien le poser pour savoir ce qui se passe et ce qu'on veut réaliser. Or, aujourd'hui, je pense que en France et même sur la planète, on n'est pas très clair sur qu'est-ce qu'on souhaite faire et où est-ce qu'on souhaite aller et quel est notre grand plan. Donc il faudrait qu'on se remette à faire une planification. Alors sur le point des jet skis et des jets privés, on oublie peut-être les yachts, les gens qui font du ski, ceux qui ont une résidence secondaire, enfin... Et je pense que ça, c'est une mauvaise façon de faire parce que, quelque part, finalement, chacun de nous va désigner ce qu'il n'a pas et dont il peut se passer, puisque de toute façon, il n'est pas concerné. Donc, c'est pas comme ça, en fait, qu'on va y arriver, et non pas que je protège quoi que ce soit de ces pratiques. Et je pense que ça me renvoie, moi, à l'attitude... Alors, J'étais un peu planquée cet été dans un endroit perdu dans la campagne. Mais à un moment, il me semble qu'il y a eu il y a une grave tempête. Et le ministre a dit mais Météo France, c'est de sa faute, en fait, la tempête qu'il y a eu. Donc, on va envoyer finalement des chiens contre les gens qui font des modèles et qui se sont trompés. C'est pas une bonne attitude. C'est pas comme ça qu'il faut poser les problèmes. Éric Monnet, qu'est-ce que dit l'économiste de la monnaie que vous êtes sur la formulation du problème et notamment la formulation de la solution qui est d'essayer de faire en sorte que l'économiste en général essaye d'avoir une position où la transformation effectivement est équilibrée et juste. Et c'est l'un des problèmes principaux du capitalisme. Est-ce qu'aujourd'hui il faut changer de modèle ? On est dans une logique de transformation profonde. Bon, merci donc pour ces questions, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là, même comme cela a été souligné. Je ne suis pas, contrairement à Nadia Maïzi, spécialiste de ces questions de sobriété. Je suis beaucoup plus spécialiste d'un second temps du débat qui a été mentionné sur les questions de planification et ce que peut faire l'État sur l'investissement. Évidemment, aujourd'hui, et ça j'ai pu écrire là-dessus, la question de la planification écologique qui était un terme qui a eu un moment très à la mode avant l'été. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
ça a un peu presque disparu, mais le lier à cette question de sobriété est important et je pense qu'on va y revenir. Mais sur le premier point, donc la question de la justice et de la question du capitalisme, et qui vient à la question forcément des inégalités, est effectivement très importante. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience, alors peut-être les questions des jets privés en témoignent, mais c'est pas que là-dessus qu'il y a le problème, on va dire, n'est pas qu'une question, ce qu'on appelle généralement une question de production, mais une question bien de comportement de consommation. Même si, évidemment, c'est pas totalement nouveau, et dans les mouvements écologiques, c'est connu depuis très très longtemps, mais il commence à y avoir une conscience politique, mais vraiment, on est encore presque au balbutiement de cette question. Le rapport du GIEC aussi en témoignait, puisque si j'interprète bien, et de ce que j'ai lu, justement, c'était une grande nouveauté, et surtout d'insister à ce point sur cette question, que maintenant c'est la question de la consommation qui est aussi importante, et pas seulement la question de changement des modes de production énergétique. Et cette question de la consommation, donc on a une prise de conscience nouvelle qui vient aussi avec une prise de conscience de la très forte inégalité vis-à-vis de cette consommation. Là aussi, le rapport du GIEC montre quelques graphiques qui montrent à quel point il y a une très grande dispersion au sein des sociétés en fonction du nombre de CO2 consommé par chaque habitant. On sait très bien que la consommation de CO2 n'est pas le seul problème dès qu'on parle d'écologie et de sobriété, mais sur ce point, c'est relativement bien documenté. Ça a été aussi très bien documenté par certains de mes collègues. On est à l'école d'économie de Paris, qui est juste de l'autre côté du boulevard Jourdan, notamment Lucas Chancel, qui a fait beaucoup d'études, vous avez peut-être eu l'occasion de les voir, sur un autre rapport qui est à mon avis très important pour ces enjeux actuels, qui est le rapport mondial sur les inégalités, et qui montre à quel point la consommation de CO2 est très très inégale. Alors quelques chiffres sur l'Europe, par exemple. Les 10% les plus riches consomment 6 fois plus que les 50% des plus bas revenus en France. Et puis dès qu'on monte dans les plus riches, alors là on est à 100 fois plus, 200 fois plus. Alors c'est des chiffres qui peuvent évidemment discuter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Je peux préciser, au niveau mondial, ce chiffre-là, oui. C'est 10% des plus riches émettent 40% des émissions de gaz à effet de serre, et 50% des plus pauvres en émettent 10. Voilà. Donc c'est des chiffres que, là encore, les méthodes peuvent diverger, mais on revient à cette inégalité fondamentale, inégalité qu'on retrouve au sein d'un même pays, c'est-à-dire que c'est vrai en France, et puis entre pays, évidemment. C'est qu'il y a souvent un argument qu'on entend assez fallacieux en disant à quoi ça sert que l'Europe fasse quelque chose alors que les pays émergents paraissent moins faire de dispositions actuellement, mais il faut avoir conscience qu'en Europe, et je ne parle même pas des États-Unis où là la consommation de CO2 est 4 fois en moyenne supérieure à nos Européens, qu'il y a une très très forte disparité au sein des pays, mais aussi entre les pays. Ce que dit aussi ce rapport, c'est que assez récemment, dans les dernières années, en fait, la disparité au sein des pays a commencé même à devenir plus forte. Donc il faut quand même agir sur cette disparité, sur les inégalités au sein des pays. Et ce que l'affaire des jets privés révèle, c'est cette question. Alors justement, la question de l'avion et de la voiture, en fait, est assez parlante pour appréhender ces questions-là. Parce que, effectivement, en fait, peu de gens prennent l'avion en pourcentage de la population, même en France. Les gens qui prennent l'avion régulièrement, c'est même pas 20%, et ça fait plus de la moitié des émissions. Et donc, pour toute une partie de la population, qui est évidemment donc la plus riche, si vous faites un bilan CO2, c'est évident que l'avion est de loin la poste de consommation le plus important, et pour réduire, ça passe par l'avion. Donc c'est pour une partie de la population, et on ne peut pas oublier ça. Donc on a raison de pointer, d'après vous, c'est ce très mode de important déplacement au niveau individuel. Mais donc on pourrait dire, finalement c'est assez simple, on va faire en sorte les riches ne prennent pas l'avion. Mais finalement au niveau global, il ne faut pas oublier que chacun va être quand même concerné. Donc on a ce paradoxe qui n'est pas si difficile à comprendre, c'est que même si de très loin ce sont les riches qui ont une consommation plus forte, qui polluent plus pour le dire rapidement, et qu'il faut absolument agir, on ne peut pas non plus qu'agir sur les populations les plus riches, parce que même des gens qui ont des moyens moins importants, mais qui restent quand même des classes moyennes, sur la voiture par exemple, le fait qu'il y a beaucoup plus de voitures, il faut aussi agir sur ce... Donc il faut agir sur la moyenne et la distribution. C'est le point du débat auquel je voulais en arriver, parce que voilà. Effectivement, on peut être ou dans les caricatures, ou dans la démagogie, ou dans effectivement la dénonciation d'un certain nombre de comportements et rechercher l'exemplarité. En même temps, il faut rechercher l'efficacité. Nadia Maïzi, je discutais hier, j'étais aux rencontres des entrepreneurs de France avec un grand patron du parc social. Il me disait 82% de son parc est dans une ZFE, dans plusieurs villes en France. Ça veut dire que toutes ces personnes-là, qui sont classe moyenne, ou plutôt, en tout cas en général, pas les plus aisées de la population, ils ont une voiture
parfois une bonne voiture, mais ils vont devoir en changer. Mais ils n'ont pas l'équipement dans le parc social, notamment pour pouvoir se brancher en électricité. Est-ce que dans l'anticipation, la planification, et donc donner l'accès aux plus modestes à la possibilité de consommer ou d'émettre moins de CO2, on n'est pas à un moment donné amené à apporter, et donc c'est là qu'il y a une planification publique dans toutes ces questions de raccordement au réseau électrique pour avoir une simplicité sur le passage à ce mode de transport. J'allais dire également, on voit bien que les grandes inégalités, elles sont dans les passoires thermiques également, la difficulté de tous ces logements à qui on va avoir une difficulté demain de les mettre sur le marché puisqu'ils ne respecteront pas les normes. Est-ce que c'est pas là que quand même est la grande masse, les mobilités de masse de toute la population, y compris des plus modestes, et leur logement, qu'il faut qu'il y ait une action publique. C'est là que serait la vraie justice finalement, de faire une redistribution qui accompagne cette transition de façon concrète et positive. Et on est très en retard là-dessus. Ce que je pense, c'est que, en fait, le problème de l'impact des changements climatiques ne fait que renforcer les injustices existantes. Donc, quand on pense à la France, c'est un pays centralisé autour de Paris. Donc déjà, si vous n'habitez pas dans Paris, vous êtes un citoyen de deuxième zone. Pourquoi ? Parce que vous bénéficiez de moins de transport, vous bénéficiez de moins de culture, vous bénéficiez de moins d'opportunités pour le travail, vous bénéficiez de moins de rencontres intellectuelles de tous ordres. Donc ça va être renforcé par la question du climat, puisqu'on va stigmatiser ceux qui n'habitent, par exemple, parce que vous avez mentionné le fait que c'est les plus riches qui émettent beaucoup. Mais il y a aussi des gens qui ont de très mauvais véhicules et qui s'en servent pour travailler, pour venir livrer, par exemple, dans Paris, et qui vont se retrouver exclus à la périphérie. Donc, vous mentionnez les immeubles où il n'y a pas d'infrastructure de recharge de véhicules électriques. Mais encore une fois, je suis désolée, je vais revenir à mon point de tout à l'heure. Vous n'avez pas bien formulé votre problème. Votre problème, c'est que ce pays, si on prend la France, il n'est peut-être pas très bien organisé du fait de cette centralisation. Il faudrait peut-être repenser des infrastructures de transport qui soient justes sur tout le territoire. Il faudrait peut-être réfléchir par rapport maintenant à un nouveau prisme, qui est le prisme des émissions de gaz à effet de serre, au fait qu'on a poussé certaines solutions par rapport à d'autres. On ne savait pas, on s'est trompé, on n'a pas écouté ceux qui alertaient à l'époque, mais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut revenir en arrière et remettre d'autres infrastructures. Il faut faire des lignes de train, il faut mettre des transports en commun, même s'ils ne sont pas énormément utilisés, il faut inciter les gens, il faut éduquer les gens. En fait, le point est réellement que c'est un grand projet de transformation. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, si on ne remet pas en cause, encore une fois, les normes et les valeurs, on va continuer à mettre en place des solutions qui peut-être vont servir certaines filières et certains secteurs, mais ne traitent pas le problème de fond. Donc voilà, mettre plein de prises électriques, moi, franchement, je m'en fous, en fait. C'est pas le point du tout. Le point, c'est de réfléchir. On a eu quand même ce temps de respiration, entre guillemets, hein, c'est très mauvais comme expression, puisque je parlais du Covid, mais dans ce moment où on a été tous chez nous, et je pense que j'entendais ce matin, où je lisais je ne sais plus où, qu'il y a un désamour du quartier de la Défense. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Et que ça serait concomitant au fait que les gens se sont retrouvés dans d'autres modes de travail. Donc là, on revient aux valeurs. Et en fait, les jeunes actifs ne sont plus en train de se dire c'est le Graal de partir en RER, travailler à la Défense en super costard tous les matins. Ils se sont dit c'est pas extra ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème par rapport à la façon dont les gens conçoivent leur demande. Il y a une offre qui répond à une demande, mais en fait, c'est l'aspiration, c'est vraiment ce qu'on a envie au plus profond de soi qu'il faudrait arriver à mieux exprimer, plutôt que d'être dans cette situation où on va grappiller ce qu'on a autour de nous. En fait, il faut vraiment rediscuter
de cet ensemble de valeurs fondamentales. Et alors attention, ça ne remettra pas forcément tout en cause, ça ne va pas, mais ça va faire basculer certaines filières, certaines industries, certains produits qui sont en fait complètement inutiles vers d'autres choses. Donc vraiment, je pense qu'il faut poser le problème et réfléchir à une transformation pertinente. Éric Monney, le sujet de la transition, merci. Le sujet de la transition équitable, on l'a vécu au travers du débat sur la taxe carbone. On a vu le mouvement des Gilets jaunes en France, c'était il y a quelques années. Dans la transition et la planification qui va se mettre en place, on voit ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne. Le sujet du signal prix, qui est le prix de l'énergie, sans même parler de taxe carbone, tout simplement parce que là, il est en train d'exploser, pose évidemment cette question cruciale de l'accès de tous à des services comme les mobilités, comme le chauffage, etc. Qu'est-ce que l'économiste dit là-dessus? Est-ce que vous pensez que quel est le bon arbitrage entre le signal prix qui est nécessaire pour faire changer les comportements et la nécessité, effectivement, peut-être d'une intervention publique pour aider ceux qui sont les plus modestes, mais jusqu'où, avec des risques d'effet de seuil, évidemment, qui pourraient aggraver le phénomène de tension sociale qu'on connaît aujourd'hui. Comment éviter comment on peut passer entre Charybde et Scylla, si je puis dire? C'est une question qui est liée en fait à la précédente et à cette notion dont on a parlé de planification. C'est-à-dire que on peut, si on augmente le prix du carbone volontairement ou involontairement d'ailleurs, sans proposer aux gens des alternatives pour le chauffage, pour les transports, en fait, on va nulle part. Ça ne sert à rien. Et c'est vrai qu'on retombe sur cette question, et là je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Nadia, qui est fondamentale, cette question de la planification, et on ne voit pas actuellement en fait une organisation, un changement du mode de fonctionnement de l'État qui va dans ce sens. Et c'est vrai que ce qui est frappant, et pour tout vous dire, ce qui est assez révoltant d'un point de vue, quand on fait de l'histoire économique et quand on sait ce qu'a pu être le rôle de l'État, évidemment aussi des entreprises, des citoyens, dans des grands processus d'évolution, on va dire, d'évolution économique qu'il y a eu dans l'histoire. Il n'y a pas eu, évidemment, ce qu'on vit actuellement est inédit. Mais dans l'histoire, il y a eu des moments où il y a eu des basculements très forts. On peut penser, à un moment, les économies sont passées d'une structure totalement d'agriculture à l'industrie. Il y a des moments, des économies se sont mis à avoir du transport, voilà, à développer le transport, le chemin de fer. Oui, il a fallu le construire. Et ça s'est construit très rapidement. Moi, je suis souvent très frappé. Les gens disent « Ah bah oui, mais il faut que ça prenne 15 ans, des choses comme ça. » Mais il y a eu des transitions. Des TGV, des choses comme ça a été beaucoup plus rapidement. Ça a été très rapide. Et aujourd'hui, je pense qu'on a perdu cette idée qu'on peut avoir des mobilisations des ressources de l'État et des individus qui soient très très rapides et qui soient fortes. Mais la question, c'est comment les mettre en place. Et là encore, je vous dis, ce qui est aussi très frappant, c'est que les moyens demandés, toutes les études qui font les calculs, alors là, effectivement, c'est jamais très, très précis, mais sur les estimations de l'investissement qui serait nécessaire aujourd'hui pour des changements énergétiques forts, pour une révolution des transports, pour accompagner les entreprises qui vont vers une consommation différente et relocalisée et moins émettrice de CO2, c'est en pourcentage de la richesse produite, c'est faible. C'est faible aujourd'hui. Je veux dire, on cite quelquefois des idées de 100 milliards par an, mais 100 milliards par an, c'est rien du tout par rapport au PIB et ce que peut développer une économie qui est riche, certes avec inégalement répartie, mais qui est quand même riche comme la nôtre. Surtout dans l'histoire, si on fait les années qui suivent les guerres, dans les années 50, où là, je veux dire, après une guerre, là, il n'y a plus de capital, il n'y a plus de richesse. Et il y a une reconstruction très forte, une mobilisation de l'État, des entreprises, qui est cruciale. Alors, comment ça a été fait? Et je pense qu'il y a des choses à apprendre. Et c'est vrai que si on tourne ça, on peut tourner ça dans tous les sens, mais si on regarde ce qui a été fait dans l'histoire sur les décennies où il y a eu des mobilisations et des basculements très vite, effectivement, l'État était à la manœuvre, mais ce n'était pas un État avec 10 personnes qui décident tout seuls dans une salle et qui n'impliquent pas les citoyens ou les entreprises. Il fallait en fait une remontée des informations, chose qui est aujourd'hui complètement perdue. Et c'est frappant. Et quand on reparlait de planification écologique, c'était un peu ce débat tourné autour de ça. Et c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'à la fois, la planification, ça va dans deux sens. En fait. L'État qui met des objectifs pour que les entreprises, mais aussi les particuliers, puissent intégrer les changements. Donc sur les transports, c'est fondamental. Et aujourd'hui, que dit l'État sur à quoi va ressembler des transports collectifs dans les espaces ruraux d'ici 5 ans?
Rien. Enfin, moi, j'ai rien entendu. On a entendu le président de la SNCF parler de 100 milliards, il avait besoin de 100 le milliards. président demande, et ces milliards, et là encore, c'est rien du tout pour un État monétaire. Et donc, vous voyez, cette planification, elle n'existe pas sur les objectifs. Et ce qui n'existe pas, au-delà des objectifs situés, c'est aussi la capacité pour des entreprises, et là, évidemment, ça concerne beaucoup de ce mouvement qui font des initiatives, de faire remonter tout ça au niveau de la décision. Ce qu'on appelait dans les années 50 des commissions verticales, qui sont des choses qu'il faut réformer l'État pour refaire remonter ces informations. Ça, je pense que c'est absolument crucial aujourd'hui. C'est retour aux années 60-70, quoi, finalement. Évidemment, il y a des grandes différences. La différence obligée, c'est à l'époque, l'objectif principal, c'était la croissance à tout prix. Donc, on n'est pas dans cette vision. Donc, ça fait des différences. Aujourd'hui, c'est la croissance durable et juste. Voilà, alors une différence qui est très forte, c'est sur le fait qu'il va y avoir des emplois qu'il va falloir beaucoup plus changer d'un secteur à l'autre. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas connues. Un autre élément essentiel de la justice. Ça fait des grandes différences. Donc on ne peut pas dire il suffit de revenir à... Quels emplois pour demain ? Ça ne sert à rien et personne ne dit ça. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des capacités de mobilisation financière et organisationnelle de l'État fondées sur les ressources des entreprises et des citoyens qui ont existé par le passé et qui sont aujourd'hui pas suffisamment mises en œuvre. Pour conclure avec vous, Nadia Maïzi, une question qui paraît évidente. Pendant la crise des Gilets jaunes, on a entendu parler de fin du monde et de fin du mois. Comment sortir de cette double anxiété, l'anxiété écologique qui est très forte, notamment chez les jeunes, mais pas que. Aujourd'hui, on a bien vu ce qui s'est passé cet été. Vous parliez de prise de conscience et je pense que aujourd'hui, on ne peut pas avoir de déni à ce sujet. Et l'anxiété sociale qui est celle, effectivement, que si cette transition n'est pas mieux préparée et anticipée, on peut avoir une explosion de la colère qui viendrait ruiner tous les efforts, empêcher cette transition, tout simplement parce qu'elle bloquerait le système. Comment arriver à reformuler, comme pour reprendre votre expression, comment le gouvernement ou la société civile doit reformuler le problème ? Mais en fait, il faut... Oui, il y a des gens qui sont élus pour régler cette question et qui n'ont pas de réponse. Hein. Donc, je vais improviser quelque chose pour dire que je pense qu'il faut des projets, et en fait, des projets communs qui intègrent toutes les franges des gens qui sont dans les territoires et qui sont ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que c'est un problème mondial. Quand vous parlez de prise de conscience, c'est très local. C'est très local, c'est très européen. Et ne pensez pas que cette vision anxieuse, etc., est déployée partout sur la planète, parce que d'abord, il y a d'autres sujets, et que même quand il y a des drames, comme par exemple des incendies extraordinaires, etc., les gens, ils ont un quotidien qui est tellement rude qu'on n'est pas dans l'anxiété climatique. Donc, moi, ce que je dirais, si j'avais le pouvoir de faire quelque chose, c'est qu'il faut vraiment engager tout le monde dans un même mouvement. Et pour engager tout le monde, il faut que les gens soient justement informés et réalisent ce qui se passe, acceptent de comprendre d'où ça vient, et ensuite se décident à se mettre ensemble pour éventuellement changer. Enfin, je vais redire ce que j'ai dit au départ. Hein. Et nous, on l'a fait. Alors, je vais faire un petit peu de pub pour ce qu'on est en train de faire à l'École des Mines de Paris, puisque j'ai eu carte blanche depuis 1 an et demi pour proposer un nouveau projet. Donc, on a créé un institut qui s'appelle TTI.5, The Transition Institute 1.5, dans lequel on a intégré tous nos jeunes. J'étais ce matin en train de faire la rentrée de la nouvelle promo. Et miraculeusement, l'École des Mines de Paris n'a pas eu de discours de remise des diplômes très stressé, comme on a pu le voir ailleurs, parce qu'on a un projet. Et c'est pas compliqué quand même de proposer des projets aux gens et des projets d'action dans lesquels ils vont s'inscrire. Si vous dites aux gens qui sont déjà dans la détresse de fin du mois, en plus, tu sais quoi, on va taxer l'essence, tu vas jeter ton vieux véhicule et tu te débrouilles. En plus, cet hiver, tu auras froid et cet été, tu as eu trop chaud parce que tu n'as pas la clim. Bien sûr que les gens sont en colère. Qu'est-ce que vous voulez que ça génère ? Donc en fait, il faudrait que
le gouvernement, voilà, ait une pensée un peu plus positive et constructive et réfléchisse à du très long terme et oublie peut-être ces petits objectifs personnels de court terme. Vous voyez à quoi je fais référence ? On arrive à boucler la boucle de ma formulation avec Churchill. Éric Monet, un dernier mot sur... Donc, arriver à faire de l'écologie positive, faire une opportunité dans cette difficulté pour chacun, pour tous. Un dernier mot, je vais essayer quand même d'être court, mais au moins pour soulever un enjeu dont on n'a pas eu le temps de parler là, mais qui est, à mon avis, fondamental sur cette question de justice aussi, c'est la question qui est liée en fait à la question de la décroissance. On parlait tout à l'heure, alors il faut de l'investissement, et est-ce qu'on ne peut pas faire dans les années 50-60, parce que le but, c'est pas évidemment la croissance à tout prix. Donc une grande question aujourd'hui, et là pour être très honnête, en fait, en tant qu'économiste, c'est très difficile de savoir si ça va mener à une décroissance ou pas. Parce qu'en gros, sur certains plans, il faut plus d'investissement, on le sait, donc ça c'est plus, mais on sait qu'il faut moins de consommation. Donc comment tout ça va s'équilibrer avec les façons, ça dépend aussi de la manière dont on va changer à comptabiliser la croissance et le PIB, donc c'est extrêmement complexe. Mais par prudence, en tout cas, je pense qu'il est raisonnable de se dire on va arrêter d'être dans une économie qui va croître à 3-4% des revenus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle social, fondement de la justice dans notre économie, qui repose quand même beaucoup sur l'idée d'une croissance des revenus. C'est vrai pour l'assurance chômage, c'est même vrai pour les retraites, etc. Donc il faut, et c'est très important de penser, mais ça sera un autre débat, de comment aujourd'hui anticiper les réformes du système social pour le maintenir juste, voire même plus juste qu'il est aujourd'hui, en anticipant l'idée que les revenus vont soit stagner ou changer de nature. Et ça, c'est un enjeu qui est, à mon avis, aujourd'hui fondamental et qui est lié quand même à cette question de justice et de sobriété, même si dans le débat public, malheureusement, les deux ne sont pas souvent mis en regard. Donc je voulais conclure là-dessus pour un prochain débat, on va dire. Alors, ça sera le débat peut-être de l'an prochain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la transition sera juste ou ne sera pas. Merci beaucoup.